centre défavorisé. Un des grands là-bas, et là. Dans un centre défavorisé. Un des grands là-bas, et elle abusait de moi. Je dormais, je vois quelqu'un qui s'allonge sur moi, il m'attrape la bouche et voilà, je sentais de la douleur physique, mais pas de larmes. C'était juste une violence de plus. Il ne pouvait pas m'arriver pire. J'ai pas grandi avec mes parents. J'étais chez une de mes tantines. Ils ont inventé une histoire en fait pour soutirer de l'argent à ma mère, parce que ma mère elle était ici en Europe. Et pour obtenir de l'argent, ils ont dû inventer une histoire de sorcellerie. Cette histoire de sorcellerie, c'est vraiment grave au pays. Il y en a, ils sont tués à cause de ça justement. Et du coup, ma famille se servait de ça pour dire voilà, il faut envoyer de l'argent pour qu'on puisse payer une église ou un pasteur pour pouvoir le délivrer ton fils. Ma mère, des fois, elle venait au pays et du coup, pour que ça soit encore plus crédible, on faisait ce qu'on appelle le jeûne pour que je puisse vraiment être dans un état de faiblesse, pour que ma mère puisse comprendre que c'est réel. Donc du coup, il fallait qu'il joue le jeu. Des fois, je dormais pas à la maison, des fois, je mangeais pas. Il y avait beaucoup de violence, j'avais beaucoup de coups. Il y avait des préférences. Il préférait plus ses enfants que moi. Justement, ce moyen de justifier cette inégalité, c'était que j'étais sorcier. Souvent, on me donnait pas à manger, ou sinon, si je devais manger, je devais attendre que d'autres mangent, et après, s'il en restait, moi, je mange. Un jour, j'étais à la maison, et le mari de ma tante, il m'avait envoyé aller chercher de l'eau. Et je pars. Quand je suis rentré, déjà, je me suis fait bastonner. Il m'a vraiment tapé parce que j'étais rentré beaucoup plus tard qu'il fallait que je rentre. Et ensuite, je me suis endormi. Et du coup, au moment où je me réveille, j'avais vraiment faim. Et à la nourriture dans la cuisine. J'ai pris cette nourriture, j'ai commencé à manger. Et cette tantine, quand elle est arrivée, m'a demandé qui a mangé la nourriture qu'il y avait dans la cuisine. Je lui ai répondu, c'est moi qui ai mangé parce que j'avais faim. Je pensais que c'était à moi. Et du coup, à ce moment-là, elle m'a pris, elle a commencé à me frapper. Elle rentre dans la cuisine, elle sort avec un couteau. Elle arrive, elle me plaque sur le canapé, elle attrape ma main, elle se met ici sur moi et cette main au sol. Donc elle prend le couteau, elle commence à couper ici, juste là où j'ai cette cicatrice là. Du coup, j'ai fui la maison et j'avais le bras en sang. D'ailleurs, c'est une blessure qui n'a pas été du tout traitée. Et du coup, je savais pas où aller. Je suis monté dans un camion qui allait en ville. Il s'est arrêté quelque part en ville et je suis descendu. Et à ce moment-là, j'ai trouvé un endroit où je suis resté. 2 ans, j'ai vécu dans cet endroit-là. Et je venais juste pour dormir. Et souvent, j'allais, je marchais, faire un peu les poubelles, voir ce qu'il y avait à manger. Et il y a un jour, j'ai croisé un monsieur, il me dit ouais, c'est ma place ici où tu es. Et du coup, moi je suis petit, je le regarde, je sais pas, j'arrive pas à me justifier. J'avais un bandana sur la main et du coup il voit qu'il y avait du sang sur le bandana et il regarde, il me dit qu'est-ce que t'as, et il ouvre, il voit que je suis blessé. Il a pris une espèce de plante, il a écrasé cette plante, il m'a mis sur la plaie, il a pris un autre tissu, il l'a enfermé. Et du coup, en faisant ça, je lui devais quelque chose. Donc en gros, il m'a soigné et ensuite il m'a ramené dans son camp. Dans le camp là où justement il y a tous les autres enfants. Et il m'a ramené là-bas et il m'a donné des vêtements et il m'a donné à manger. Il m'a pris sous son aile en mode viens, tu vas survivre avec nous. Et pour pouvoir survivre avec nous, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. Du coup, il a fait de moi son enfant soldat. Il fallait qu'on interpelle des camions justement qui eux transportaient des dames qui eux allaient faire le marché. Il fallait qu'on interpelle ces camions-là pour pouvoir récupérer des provisions et pour pouvoir se nourrir. Avant d'aller interpeller ces gens-là, ils prenaient un tissu, ils mettaient de l'essence, ils donnaient chacun un tissu et c'est de l'essence quand tu le renifles et du coup ça te fait péter les plombs. Et du coup ça fait que quand tu avais ça, tu avais de l'adrénaline et tu pouvais aller sans te poser les questions. Il m'est arrivé une fois de tirer. Heureusement, j'ai pas tué. J'ai blessé quelqu'un grave, très grave. Et je crois que c'était sur la cuisse que je l'avais touché. J'ai tiré parce qu'on m'a mis la pression. Une fois que c'est arrivé cet accident-là, j'ai décidé d'arrêter. Et il m'a vraiment frappé. Et utilisé des objets. Je me rappelle son fouet, il l'appelait Mundongo, le fouet. Parce que c'était... vous connaissez le combi?
C'est un Volkswagen. Et sur le combi, il y a une espèce de caoutchouc qui fait tourner le moteur. C'est avec ce caoutchouc-là qui m'a frappé. La nuit est tombée, je suis parti, je suis retourné là où j'étais, là où il m'avait trouvé ce monsieur. Et ensuite, il y a un autre monsieur qui m'a retrouvé, je crois que je faisais la manche. Et ce monsieur, il m'a demandé si j'avais une famille. Je lui ai dit que non, je ne sais pas où aller où ma famille. Il me demande ça fait combien de temps t'es dehors. Je lui dis ça fait plus de 2 ans que je suis dehors. Et à ce moment-là, il me ramène chez lui. J'ai pris une douche, j'ai mangé. Le lendemain, il m'a ramené dans un centre défavorisé. Le quotidien là-bas était assez mouvementé. Un des grands là-bas, c'est lui au moment qui faisait la loi. Il abusait de moi sexuellement. J'étais dans la chambre et au moment où je dormais, je vois quelqu'un qui s'allonge sur moi. Il m'attrape la bouche et voilà. Moi, je pleurais pas. Je suis pas quelqu'un qui pleure. Je sentais de la douleur physique, mais pas de larmes. C'était soit tu me laissais faire, soit tu me faisais tabasser. Pour moi, c'était juste une violence de plus. Il pouvait pas m'arriver pire. Le lendemain, j'ai continué ma vie. Et j'en ai parlé à personne. Je me disais qu'en fait, j'avais pas le temps pour la tristesse. Justement, dans ce centre-là, quand tu étais triste, quand tu étais un peu faible, c'est là où on avait le dessus sur toi. Et moi, il fallait pas que je montre que j'étais faible. Un jour, on s'est réveillé, on nous a dit qu'on allait avoir une visite. Et il fallait qu'on se mette tous en uniforme. Triste que c'était juste une violence de plus. Il pouvait pas m'arrêter là. Moi, je pleurais pas. Elle abusait de moi sexuellement. J'étais dans... Le lendemain, il m'a ramené dans un centre défavorisé. Le quotidien là-bas était assez mouvementé. Un des grands là-bas, c'est lui au moment qui faisait la loi. Et elle abusait de moi sexuellement. J'étais dans la chambre et au moment où je dormais, je vois quelqu'un qui s'allonge sur moi. Il m'attrape la bouche et voilà. Moi, je pleurais pas. Je suis pas quelqu'un qui pleure. Je sentais de la douleur physique, mais pas de larmes. C'était soit tu me laissais faire, soit tu me faisais tabasser. Pour moi, c'était juste une violence de plus. Il pouvait pas m'arriver pire. Le lendemain, j'ai continué ma vie. Et j'en ai parlé à personne. Je me disais qu'en fait, j'avais pas le temps pour la tristesse. Justement, dans ce centre-là, quand tu étais triste, quand tu étais un peu faible, c'est là où on avait le dessus sur toi. Et moi, il fallait pas que je montre que j'étais faible. Un jour, on s'est réveillé, on nous a dit qu'on allait avoir une visite. Et il fallait qu'on se mette tous en uniforme. C'était une chaîne de télé qui était venue en fait faire un reportage sur le centre. Et ils étaient en train d'interviewer des gens. Moi, j'étais dans mon coin. J'avais les mains comme ça sur la tête et j'étais en train de chanter. Et du coup, à ce moment-là, la caméra fait un gros plan sur moi. Tout s'est passé, la journée elle est terminée, le média est parti. Quelques jours après, j'étais en train de marcher et j'entends quelqu'un qui m'appelle derrière par mon prénom. Dans ce centre-là, on m'appelait pas par mon prénom. Et je vois, il m'attrape par la main et je me retourne et je le regarde. Et je lui dis, bah, vous êtes qui? Et du coup, il s'avère que c'était un ancien copain de ma mère. Et c'était ses enfants qui m'ont vu à la télé, qui lui ont dit. Et du coup, il est venu me récupérer là-bas. J'ai vécu quelques temps là-bas, on va dire peut-être 1 mois ou 2 mois. Et cette histoire de sorcellerie m'a rattrapé encore là-bas. Du coup, le propriétaire de la maison ne voulait plus me voir chez lui. Et du coup, ce monsieur-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a ramené chez la grande sœur de ma mère. Et là, je me suis dit, bon, je pensais que ça allait être différent, on sait que ça allait être mieux d'ailleurs, mais ça n'a pas du tout été mieux. J'ai été encore maltraité, encore plus là-bas, par le mari de ma tante. Quand je faisais pas les choses comme il le voulait, bah, il me frappait. Et ma pauvre tante, elle pouvait rien faire. Jusqu'au jour où ma mère, elle apprend qu'en fait, j'ai été retrouvé. Ma mère, elle m'avait dit qu'elle pensait que j'étais morte. Si ma mémoire elle est bonne, je crois qu'elle m'avait dit un truc du genre comme quoi ils avaient même fait des funérailles pour moi. Ils m'ont pleuré à l'église avec tout le monde. J'ai pas été abandonné volontairement par ma mère. Ce qui m'est arrivé, c'est involontaire. C'est juste, elle m'a confié à des gens qui n'ont pas su prendre soin de moi. Ma mère, elle décide du coup de me faire venir ici, en France. Je suis censé retrouver ma mère dont j'avais aucun souvenir. Et à ce moment-là, c'était pas elle qui était venue à l'aéroport. C'était l'assistant social. Quand on est parti voir ma mère, je pensais que j'allais avoir une réaction assez émouvante. Mais ma réaction, elle n'était pas aussi émouvante que ça. Elle était là, j'étais là, quoi. Je la regardais, je pense que c'était le temps de me dire qu'en fait, ouais, voilà, j'ai retrouvé ma mère. Après un moment, la relation entre moi et ma mère, elle a commencé à dégrader. Ma mère, elle voulait que je sois quelqu'un de calme, d'assez réfléchi, d'être comme mon grand frère. Et moi, ça ne m'a jamais intéressé d'être comme mon grand frère. Je voulais juste qu'elle accepte, bon, voilà, c'est Andy, quoi, acceptez-le. N'essaye pas de me faire devenir quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'elle voulait me protéger pour ne plus me perdre comme elle m'a perdu. Sauf que c'était pas le moment. Il fallait me lâcher un peu. Ensuite, on s'est embrouillé avec ma mère, je me rappelle. Elle m'a demandé de partir de la maison. Il était tard le soir. Je suis parti de la maison. Je suis arrivé à Rouen. J'étais logé par le 115.
Le 115, c'est un numéro d'urgence quand on est sans abri. Et d'ailleurs, ce numéro-là, quand on appelle, il faut réussir à les avoir. Des fois j'avais, des fois j'avais pas. Un jour, je suis parti en boîte. Je me rappelle, à ce moment-là, c'était pendant un showcase. Je crois que c'était Nichols, le chanteur de Zoo. Nichols, il me fait monter sur scène parce que j'étais juste à côté de lui. Il y avait le videur en fait, il me fait pour me faire descendre. Je lui dis pourquoi tu me fais descendre alors que c'est Nichols qui m'a fait monter. Donc il s'énerve, je m'énerve. Du coup il me met à la porte. Scandale dehors jusqu'à ce que le propriétaire de la boîte est venu. À ce moment-là, il me dit bon, re-rentre. Il me laisse re-rentrer dans la boîte. Je rentre dans la boîte. Le lendemain matin, à ce moment-là, j'étais déjà plus chez mon ami là. J'étais retourné encore à la rue. Et à ce moment-là, pour dormir, ce que je faisais, c'est que je montais dans le train, je faisais des allers-retours. Je prenais le train à Rouen, je dormais, ça arrivait jusqu'à Paris. Et le train de Paris, il va jusqu'au Havre. Et quand il allait au Havre, quand c'était en direct, j'allais jusqu'au Havre. Et jusqu'au Havre, je reprenais un autre train pour revenir à Rouen. Et tout le monde croyait que je rentrais chez moi, mais je rentrais pas chez moi, je dormais dans le train. Et un jour, je repars dans cette même boîte. Je rencontre un monsieur, il s'appelle Technico. Ce monsieur, il organisait les soirées là-bas, c'était lui le directeur artistique de la boîte. J'étais fasciné par ce qu'il faisait, et lui aussi, il faisait de la musique. Du coup, je lui demande, est-ce que tu aurais du travail pour moi? Il regarde à gauche, il regarde à droite, il me regarde, il me dit, c'est à moi que tu parles. J'ai dit oui, j'ai besoin de travailler. Ensuite, il dit, bon, ça tombe bien, j'avais besoin des gens pour aller distribuer des flyers d'une de ces soirées. Je me rappelle la soirée, c'était Serge Bénon. Il m'a donné des tracts, je devais aller le distribuer partout dans la ville. J'ai pris les tracts, une carton de 1000 flyers. Et je les ai fait en même pas 1 heure. Il a dit, sérieux, t'as fait ça en même pas 1 heure? J'ai dit oui, je l'ai fait. Il a continué à me contacter. Un soir, je suis resté jusqu'à la fin de la soirée. Je les ai aidés à faire le ménage. Il me dit, pourquoi tu restes là? J'ai pas voulu lui dire pourquoi je restais là. Parce que j'avais nulle part où aller. J'ai dit, oh mais non, parce que je pense que t'es quelqu'un de sympa, tout ça, tu m'avais laissé rentrer la dernière fois alors qu'on m'avait mis dehors, tout ça, nanana. Du coup, ça me dérange pas de vous aider à faire le ménage. Ensuite, ça a recommencé tous les week-ends. C'est comme ça que le lien, ça a commencé à se faire. Tous les week-ends, j'ai commencé à les aider à faire le ménage. Jusqu'à un jour où je lui ai dit, mais en fait, regarde, t'as vu, là, j'ai nulle part où aller. Est-ce que tu pourras me donner un CDI? Il m'a dit, je peux pas te donner un CDI, là. Mais ce que je peux te proposer, c'est que tu nous aides dans la boîte. Moi, je te donne un studio. En fait, lui, il avait une grande maison. En haut, il y avait des escaliers. En bas, il y avait un petit studio. Moi, j'ai dit, bon, je moi de l'argent, de gagner de l'argent. Tant que j'ai un toit, ça me va. Du coup, j'ai accepté. Il a tout mis en œuvre pour que je puisse réussir. Et quand il fallait qu'il ramène des artistes, il m'envoyait moi aller rencontrer ces artistes-là pour pouvoir signer des contrats, pour pouvoir être en showcase. Lui est Technico. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu beaucoup d'artistes dans le milieu de la musique. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me détacher de mon passé. Aujourd'hui, je travaille avec les NASA, les Q-Black, Kobalade, Chili, plein d'artistes. Et tout ça, c'est grâce à Technico Asian, c'est eux qui m'ont mis dans ce chemin-là. Quand je fais un retour en arrière, je me dis, mince, j'ai vécu des choses. J'aurais pu y laisser ma vie. J'aurais pas pris la décision de partir. Aujourd'hui, je serais sûrement peut-être mort. Et le fait de voir que j'ai pris cette décision-là, ça m'a amené en fait aujourd'hui à rencontrer ma famille, à sortir de là-bas, à devenir celui que je suis aujourd'hui. Et j'ai juste envie de dire courage et force. Bravo. Bravo à moi-même. Tout ça, là, je ne l'ai pas vraiment que fait pour moi. C'est des choses que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment plus pour l'honneur de ma mère. Parce que dans ma famille, on disait que moi, j'allais jamais réussir. Que ma mère, elle aurait dû m'enterrer ou même me tuer. Qu'elle aurait jamais dû me garder. Que j'étais bon à rien. Mais ma mère n'a jamais écouté personne. Et du coup, aujourd'hui, je me dis qu'il faut que j'y réussisse pour elle. Pour ne pas donner raison à tous ceux qui ont pu lui dire ça. Origine. Portez-vous bien en course plus tard. Ok, merci à ceux qui ont mis le cœur, merci à tous ceux qui ont été là. C'était Défaut Star. See you later, bye.